ce que j'essaierai de faire ce matin, c'est de vous expliquer comment, qu'est-ce qu'un député européen? Pourquoi est-ce qu'on a des députés européens? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au jour le jour? Comment le travail s'organise? Et puis, quel est le profil distinct et comment la problématique qui est la nôtre, la question de la démocratie, des droits, mais aussi du développement durable, se pose dans le contexte de la représentation européenne. Donc, si on a parlé de politique, notamment de la politique de voisinage, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que la question démocratique intervient dans l'articulation du Parlement européen, et vous allez voir qu'il y a différentes manières, et puis comment la question des droits et le lien avec le développement durable est posé et approché dans le cadre du Parlement européen. Parce que le Parlement européen, c'est l'institution, n'est-ce pas, qui représente les Européens. Je vous mentionne une date qui est importante pour cette institution, la date de 1979, parce que c'est le moment à partir duquel le Parlement européen est directement élu. Jusqu'en 1979, les parlementaires européens, c'était des parlementaires nationaux qui, quelques fois par année, plusieurs fois par année, se réunissaient euh, pour discuter Europe, mais ils n'avaient pas, pour ainsi dire, un mandat européen. Ils avaient un mandat national et ils transformaient ce mandat national pour quelques jours en mandat européen parce qu'ils étaient, si vous voulez, les envoyés de leur parlement. Ce n'étaient pas les envoyés, ce n'étaient pas les représentants des citoyens. Depuis 1979, le Parlement européen est élu directement et il y a des parlementaires européens qui sont distincts des parlementaires nationaux hein, et qui, à partir d'un moment, ne peuvent pas cumuler d'autres fonctions, n'est-ce pas, dans leur pays. Il y a eu, j'ouvre ici une parenthèse, une période où on pouvait assumer plusieurs mandats de députés européens, d'autres mandats dans son pays d'origine, mais ça s'est dépassé. Maintenant, qu'est-ce qu'un député européen? Bien sûr que la première chose qui nous vient en tête, c'est la comparaison avec un député, permettez-moi le nom, normal, c'est-à-dire le député d'un pays, parce que ce qu'on connaît dans le monde, un peu partout dans le monde, c'est les députés élus dans le cadre national et qui font leur activité, qui assument le mandat dans l'une ou l'autre, s'il y a un parlement bicaméral, des chambres de leur pays, n'est-ce pas? Ça, c'est mondialement connu, le parlementaire national. Ça, c'est une expérience qui est vécue maintenant par toutes les sociétés, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas il y a un siècle, où le nombre de parlements était quand même un peu réduit. Maintenant, c'est une expérience universelle. Hein? Il est difficile de trouver une contrée où il n'y a pas de parlement. De l'autre côté, le député européen, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a encore des députés nationaux qui font l'office des députés dans des assemblées plus larges que celles du cadre national. Mais il n'y a pas quelque chose de comparable aux députés européens, c'est-à-dire des députés élus directement pour un organisme qui est dès le début un organisme transnational. Et donc, ce que j'essaierai de faire dans un premier moment, c'est de distinguer les spécificités de ce mandat. Parce que ce n'est pas un mandat tel qu'on le connaît, le mandat de parlementaire. Vous êtes bolivien, vous avez des parlementaires boliviens. Vous êtes sri-lankais, vous avez des parlementaires sri-lankais, ainsi de suite. Hein? Le parlementaire européen, c'est quelque chose de différent. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Tout d'abord, la différence tient au mandat, n'est-ce pas? Parce que dans le cadre du Parlement tel qu'on le connaît, le mandat est un mandat national. Vous êtes élu en tant que député ou sénateur, je répète, il y a un système bicaméral, pour représenter les intérêts des citoyens de votre pays, n'est-ce pas? Si vous êtes élu comme parlementaire européen, vous êtes élu pour représenter les intérêts de tous les citoyens européens, non pas simplement des citoyens de votre pays, de votre pays d'origine.
ou de votre pays de domiciliation, n'est-ce pas? C'est que la représentation est beaucoup plus large. Et c'est quand même assez large parce qu'il y a plus de 500 millions d'Européens. Donc, si vous êtes élu à Malte, un petit pays du point de vue de la population, un grand pays par sa culture, par sa politique, vous ne représentez pas simplement les Maltais, mais vous représentez tous les Européens, les Lettons comme les Bulgares, les Portugais comme les Allemands. Vous voyez? Et d'ici la difficulté de la chose, et la difficulté de percevoir un tel rôle. Parce que comment un Bulgare peut représenter les Portugais et les Lettons? C'est la question que se posent les gens. Hein? Comment, pourquoi faire ça? Or, c'est ici, si vous voulez, la grande avancée de l'Europe, n'est-ce pas? Le grand défi lancé par l'Europe. Parce que l'idée européenne, à la base, la thèse selon laquelle il est possible d'avoir une représentation qui n'est pas une représentation circonscrite dans le cadre national, qu'on peut dépasser, n'est-ce pas, les intérêts nationaux et qu'on peut définir un intérêt général européen. Maintenant, ce qui complique la chose et la perception de ce mandat, c'est le fait que les parlementaires européens sont tout de même, pour leur plupart, élus dans leur pays d'origine. La loi qui préside les élections européennes permet, parce que c'est dans le traité, permet l'élection d'un citoyen d'un pays membre dans un autre pays membre. Si vous êtes bulgare, vous pouvez être élu au Luxembourg. Si vous êtes polonais, vous pouvez être élu en Italie. Ça, c'est quand même de nouveau quelque chose de très rare, d'exceptionnel dans la représentation, n'est-ce pas? Vous êtes français et vous faites élire en Pologne. C'est possible selon la loi, mais c'est extrêmement rare. J'ouvre une parenthèse, la loi européenne vous donne droit à être élu et à élire aussi dans les élections locales. Donc, si vous êtes portugais, vous vivez en Autriche, vous pouvez, à Vienne, vous pouvez voter pour le maire de Vienne ou pour le conseil de Vienne. Si vous êtes roumain et vous vivez en Italie, vous pouvez vous faire élire et aussi voter dans les élections locales, pas dans les élections nationales. Ça, c'est intéressant. Donc, le dispositif de la loi européenne fait que vous avez le droit de voter et d'être élu au niveau local et au niveau européen. Donc, on a cette combinaison de représentation locale, très locale, et de représentation européenne. Et pourquoi cela? Parce que l'ambition européenne, c'est de faire de la représentation un principe qui n'est pas cantonné dans les frontières nationales. Parce que l'Europe a l'ambition de dépasser, n'est-ce pas, les passions nationales. On croyait au moment de la fondation de l'Europe que ce sont les passions nationales, ou nationalistes, si vous préférez le mot, qui ont fait déclencher des guerres. Et alors, on s'est posé la question, comment faire un ensemble qui fait vivre les différentes sociétés européennes, qui fait vivre les différents peuples ensemble. Et ce qu'on a trouvé, c'est cette formule, la formule de la représentation. Maintenant, je disais, ce qui complique quand même la chose, c'est le fait qu'on continue à élire les parlementaires européens dans chacun des États membres avec une loi qui est adoptée pour chaque pays membre. C'est vrai, il existe une recommandation générale qui dit que cette représentation doit être construite sur le principe de la représentation proportionnelle et non pas sur la représentation majoritaire, non pas sur le principe majoritaire. Ceux d'entre vous qui ont fait des parcours de sciences politiques voient très bien la différence entre un mode de scrutin majoritaire et un mode de scrutin proportionnelle. Or, dans la philosophie européenne, justement parce qu'elle se veut consensuelle, elle se veut inclusive, comme on dit, le principe électoral de base, c'est la représentation proportionnelle. Et cela permet effectivement de faire comment dirais-je, de faire de la représentation une sorte de miroir des options qui se trouvent au niveau de la société. Mais le fait qu'on élit les parlementaires dans chaque État membre et qu'on ne les élit pas au niveau européen complique la perception du mandat. Il y a eu le projet de faire, au moins partiellement, une élection à l'échelle européenne. Et il y a eu des débats durant la dernière décennie
toutes les institutions, tout particulièrement le Parlement européen, ont été impliqués dans cela. L'idée, c'était de faire élire un certain nombre, tout au début, quelques-uns des membres du Parlement européen, au niveau européen comme ça, d'avoir des listes qui sont déposées dans tous les États membres et donc des candidats qui pourront être votés à l'échelle européenne. Hein? Parce que pour l'instant, on avait 28 jusqu'à récemment, on aura dorénavant 27 élections distinctes, une élection dans chaque État membre. Et bien sûr que si vous faites élire, je ne sais pas, 33 Roumains, la perception première sera que ce sont des députés qui représentent les Roumains. Or, il doit faire je viens de l'expliquer, il doit faire un effort supplémentaire, représenter non seulement les Roumains, mais tous les citoyens européens. Et déjà traiter les Roumains, parce qu'ils sont élus par des électeurs roumains, majoritairement, les traiter en tant que citoyens européens, pas en tant que simplement membres de la communauté roumaine. C'est ça l'enjeu de la représentation et c'est compliqué. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu faire une élection à l'échelle européenne? On n'a pas voulu parce que tout d'abord, on a dit si on va élire une partie des députés dans le cadre national et une plus petite partie au niveau européen, il y aura un degré de légitimité différent. Parce que ceux qui seront élus à l'échelle européenne seront plus comment dirais-je, puissants du point de vue de la légitimité. Et donc, on a abandonné cela, on n'était pas pour aujourd'hui. Ce sont c'est un consensus très large qui a généré ce report d'une vraie élection. Mais la question reste, est-ce que les députés européens peuvent représenter des citoyens qu'ils ne connaissent pas trop bien, parce que c'est bien sûr très simple de constater le fait qu'en tant que Bulgare, vous connaissez mieux les citoyens bulgares et les intérêts des citoyens bulgares que les intérêts des citoyens portugais. Mais justement, le Parlement européen est le cadre où toutes ces connaissances et toutes ces représentations se croisent, se mettent ensemble et participent à la construction d'un intérêt commun européen. Maintenant, dernière chose sur la question de l'élection et sur la question de la représentation, il y a beaucoup de députés européens qui se conçoivent eux-mêmes comme représentants non pas des citoyens mais du pays et qui se voient assez souvent, on peut le constater si vous faites cette expérience, si vous voyez un jour le débat dans la plénière du Parlement européen ou si vous travaillez un jour là-bas, vous allez voir certainement le fait que certains députés se voient eux-mêmes comme représentants de leur pays dans le sens de leur gouvernement. C'est-à-dire ils font une certaine confusion entre le rôle du Parlement européen et le rôle d'une autre institution très importante de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne. Je vous rappelle le fait que le Conseil représente l'endroit où sont représentés les intérêts des gouvernements. Et il y a 10 formations du Conseil qui permettent au gouvernement, aux représentants de chaque gouvernement des États membres, de se pencher sur toutes les questions soumises à la législation notamment, et qui sont traitées du point de vue du gouvernement en place de chaque État membre. Or, cette confusion qui est créée parfois par des députés eux-mêmes, qui se voient plutôt comme représentants de leur gouvernement, tout comme un ministre, si vous voulez, comme un ministre des Affaires étrangères de second degré, si vous voulez, ça complique aussi la perception du mandat européen comme un mandat construit à partir de cette idée de la représentation de tous les citoyens européens. Maintenant, un mot sur une autre particularité du Parlement européen. Ça pourrait avoir l'air un peu bizarre, mais le Parlement européen, c'est
un parlement qui a un siège officiel et qui a aussi un point de travail, n'est-ce pas? Le siège officiel du Parlement européen, c'est Strasbourg. Et il y a, comme je disais, un lieu de travail qui est, n'est-ce pas, c'est Bruxelles. Dans la perception courante, quand on parle du Parlement européen, on dit plus souvent le Parlement ou les activités du Parlement européen à Bruxelles. Hein, il y a beaucoup de pays où on parle du Parlement de Bruxelles, comme si c'était le Parlement des Belges. En fait, le siège, c'est Strasbourg. Bruxelles, ce n'est qu'un lieu de travail, un point de travail. Maintenant, il y a un débat là-dessus. Hein, il y a des gens qui acceptent la situation, un siège et un lieu de travail. Il y a d'autres qui sont très mécontents. Maintenant, Strasbourg, c'est le siège et c'est symbolique parce que Strasbourg, c'est le symbole de l'une de l'idée fondatrice de l'Europe, la réconciliation franco-allemande. Strasbourg, ville de frontière, représente, incarne cette réconciliation franco-allemande qui a été tellement importante pour l'histoire de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que si vous regardez le Parlement européen, vous allez voir que parmi les Allemands et les Français, parmi les élus en Allemagne ou en France, parmi les députés élus en France ou en Allemagne, il y a beaucoup plus de sympathie pour Strasbourg que parmi d'autres députés, tout simplement parce que Strasbourg, c'est, comme je disais, c'est l'incarnation de cette réconciliation historique et c'est très puissant comme sentiment parce que c'est aussi un modèle pour d'autres réconciliations sur notre continent. Il y a d'autres, par contre, qui sont très mécontents. Pourquoi? Parce que les députés européens travaillent une semaine à Strasbourg et 2 ou 3 semaines par mois à Bruxelles. Je vais revenir sur la question du calendrier. Et donc, parce qu'on passe beaucoup plus de temps à Bruxelles, on dit pourquoi est-ce qu'on quitte Bruxelles, là où on travaille, là où vous avez également le siège de la Commission, là où vous avez aussi les réunions du Conseil de l'Union européenne pour la plupart, et pourquoi vous déplacez à Strasbourg? Et là, c'est une querelle et presque chaque année, il y a une résolution au Parlement qui dit siège unique, il faut abandonner l'un des sièges, il faut abandonner l'un des lieux et choisir un seul. Il y a aussi la question des coûts. Et assez souvent, à cette époque, on dit on gaspille de l'argent en faisant, par exemple, faire déplacer en faisant déplacer chaque mois pour 4-5 jours à Strasbourg, non seulement les députés, mais aussi les fonctionnaires, l'appareil administratif, tout ça, les chauffeurs, tout le monde, c'est du gaspillage. Hein, il faut stopper ça. Hein. C'est ce débat entre si vous voulez, les partisans du symbole très puissant qu'est Strasbourg et du respect pour la question essentielle de la réconciliation, une partie de la philosophie de l'Europe, la philosophie politique de l'Europe, et puis si vous voulez, les pragmatiques qui disent on travaille à Bruxelles, c'est bien, on est près d'autres institutions, arrêtons ce perpétuel transport Bruxelles-Strasbourg chaque mois. D'ailleurs, récemment, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais on a annoncé à Bruxelles la nécessité de faire des travaux au bâtiment, qui sont d'ailleurs très coûteux, et puis la ville de Strasbourg et d'autres élus français ont réagi en disant mais pourquoi est-ce que vous gaspillez l'argent pour refaire le siège de Strasbourg, on vous offre pour refaire le siège de Bruxelles, on vous offre Strasbourg, c'est le siège officiel, c'est dans les traités, vous pouvez changer, vous ne pouvez pas changer ça, il vous faut une unanimité, venez à Strasbourg et installez-vous ici définitivement, quittez Bruxelles. Hein, c'est la querelle, mais qui engage quand même des points assez importants. Voilà. Troisième particularité, donc j'ai parlé du mandat qui est assez spécial, c'est un mandat qui dépasse le cadre national.
Deuxièmement, je parlais du siège. On a un siège officiel dans le traité et puis un point de travail. Troisième particularité, c'est la question linguistique. C'est la question linguistique. Le Parlement européen, c'est un parlement qui a 24 langues officielles. Il y a des parlements au monde qui utilisent plus d'une langue. Par exemple, si vous vous rendez au Canada, et si vous visitez le Parlement, si vous avez la chance d'entrer là-bas, vous allez voir que les francophones parlent français, les anglophones parlent anglais. Et donc, vous avez les casques pour avoir l'interprétation dans l'autre langue. Mais il n'y a pas un Parlement où vous avez 24 langues officielles. Pourquoi est-ce que une telle diversité? Tout d'abord parce que c'est une illustration, j'allais dire, presque parfaite de la diversité de l'Europe. Parce que les langues différencient les peuples, ça c'est évident, enfin tout le monde connaît ça. Et parce que on veut, comment dirais-je, on veut définir ou décliner le principe démocratique d'une manière complète. Le Parlement européen permet à tout citoyen de comprendre ce qui se passe dans ce forum législatif, dans cette enceinte législative. Ensuite, permet bien sûr à chacun des députés élus dans les différents pays membres de s'exprimer dans sa langue maternelle, dans la langue que nous connaissons le mieux, n'est-ce pas? La langue maternelle, la langue de son pays, c'est la langue qu'on connaît le mieux. En même temps, avec les 24 langues officielles, on donne corps à ces diversités extraordinaires, culturelles, linguistiques de l'Europe. Et donc, ça a des conséquences institutionnelles parce que les 24 langues officielles veut dire, l'existence de ces 24 langues veut dire que, par exemple, tout député a la possibilité de s'exprimer dans presque toutes les réunions dans sa langue maternelle, n'est-ce pas? Si vous travaillez dans les commissions, si vous travaillez dans les plénières, si vous vous exprimez de différentes manières, vous pouvez utiliser votre langue. Ça veut dire aussi que dans toutes ces réunions-là, il y a des interprètes, il y a des gens qui vous traduisent. Vous avez un collègue bulgare qui parle bulgare, vous avez dans les casques la traduction en bulgare, en portugais, la traduction du bulgare en portugais, roumain, anglais, etc. Je sais que l'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'après le départ des Britanniques, l'anglais reste une langue officielle? Oui, ça va rester parce que c'est une langue qui a un statut particulier à Malte et en Irlande. Et donc, c'est aussi une langue de socialisation qui a dépassé depuis longtemps le cadre strictement britannique. Mais je reviens aux conséquences institutionnelles. Tous les documents de travail des députés européens sont traduits dans toutes ces langues-là. Et donc, il y a, si vous voulez, des petites armées d'interprètes et des traducteurs, je ferai tout de suite la différence, qui travaillent au Parlement européen. Il y a chaque semaine quelques 600-700 personnes qui travaillent sur les documents, et de même pour ceux qui travaillent dans les cabines de traduction. Parce que, je le répète, vous pouvez vous exprimer dans votre langue. Cela vous permet d'ailleurs de vous exprimer sans aucune contrainte, n'est-ce pas, sur telle ou telle question. Maintenant, il y a des interprètes, les personnes qui traduisent ce qu'on dit dans les réunions. Il y a les traducteurs, ceux qui font la version dans les différentes langues des textes écrits. Comme je disais, vous avez à votre disposition tous les textes. Si vous allez dans une commission, on va tout de suite arriver à ça, vous avez le texte de telle ou telle législation ou le texte de tel ou tel rapport dans votre langue à vous. Et donc, cela nécessite une préparation, d'ailleurs, qui est très bien faite au niveau institutionnel. Donc, le principe de la diversité linguistique, la possibilité de montrer qu'assumer ces diversités est une chose possible, n'est-ce pas? C'est quand même assez fort comme symbole, n'est-ce pas, de l'Europe. Je
J'entre maintenant dans une partie de mon exposé un peu plus politique, parce qu'il y a maintenant, il est maintenant temps de vous parler aussi des similitudes avec des parlements nationaux. Et la principale similitude liée à un parlement national, c'est le fait que le Parlement européen a aussi, comme tout parlement au monde, des groupes politiques, c'est-à-dire des, des groupements d'élus qui sont ensemble parce qu'ils ont les mêmes sensibilités politiques, n'est-ce pas? Et donc, le Parlement européen, c'est un parlement qui est structuré en groupes politiques. Au jour d'aujourd'hui, il y a 7 groupes politiques qui sont constitués au Parlement. Le plus puissant, c'est ce qu'on appelle le Parti populaire européen. Le deuxième, selon la grandeur, la taille, c'est l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates d'Europe. Et donc, PPE, le Parti populaire européen, c'est le plus grand, c'est centre-droite. Les socialistes et démocrates, c'est centre-gauche. Vous avez un troisième groupe qui s'appelle Renew Europe, euh, le renouveau de l'Europe. Hein, c'est un groupe qui a choisi ce nom récemment. Il a été, il a été constitué en grande partie avec les ressources existant avant au niveau du groupe de l'Alliance des libéraux et démocrates d'Europe, ALDE. C'était le troisième groupe comme importance. Et dans ce groupe-là, il y a beaucoup de partis d'orientation libérale. Il y a quatrièmement le groupe des Verts, les écolos, n'est-ce pas? Donc PPE, socialistes et démocrates. Euh, les libéraux qui s'appellent Renouveau de l'Europe, les Verts. Il y a ensuite ce qu'on appelle d'habitude dans la presse l'extrême droite. Hein, je parle maintenant en fonction de la taille des groupes. C'est un groupe qui s'appelle Identité et démocratie. Je répète ici, vous trouvez par exemple l'Extrême national, euh, ou des partis nationalistes comme Lega Nord d'Italie. Euh, Ça, c'est le groupe constitué, je le répète, de ce qu'on voit dans la presse sous le nom de l'extrême droite. Ensuite, le sixième groupe, c'est les conservateurs et réformistes d'Europe. Hein, c'est un peu contradictoire comme nom parce que traditionnellement, les conservateurs sont les gens qui refusent des réformes, mais pour se donner une certaine, comment dirais-je, une certaine honorabilité, les conservateurs, pour échapper à cette perception euh, qui les font appartenir au passé, les conservateurs se sont ajoutés à leur nom le mot réformiste. Et enfin, septième groupe, c'est le groupe confédéral de la gauche unitaire, euh, euh, gauche verte nordique. Ce sont des partis verts du nord de l'Europe qui sont plus à gauche que les écolos d'Allemagne ou de France. Et respectivement les partis d'inspiration extrême gauche, communiste, etc., hein, la gauche radicale. Donc, le PPE centre-droite, les socialistes et démocrates centre-gauche, euh, Renew Europe, c'est entre les deux, entre le PPE et les socialistes. Toujours entre les deux, euh, entre plus exactement Renew Europe et socialistes et démocrates, vous avez les Verts. Hein, donc, si vous voulez, l'ordre de gauche à droite, c'est socialistes, Verts, Renew Europe, PPE. Vous avez à la droite du PPE les conservateurs et respectivement Identité et démocratie, le groupe de l'extrême droite. Et vous avez à la gauche des socialistes ce groupe de la gauche radicale et des écolos du Nord. Voilà comment dirais-je, tout le spectre politique du Parlement européen. Maintenant,
deux choses sur ces groupes politiques. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour constituer un tel groupe, il vous faut au moins 23 députés européens. Il vous faut 23 sur 703 députés, c'est un nombre quand même important, plus de 700 députés. Pour former un groupe, il faut qu'au moins 23 députés sur les plus de 700 se réunissent et se mettent ensemble. Et il faut que ces 23 viennent d'au moins 7 pays d'Europe. Hein? Autrement dit, il est impossible de constituer un groupe qui soit formé par des partis qui viennent de un ou deux pays. Hein? Si vous avez, je ne sais pas, 40 élus qui viennent de France, vous ne pouvez pas, qui sont du même parti, ils ne peuvent pas former un groupe politique. Il leur faut au moins d'autres élus, au moins un à la limite, qui vient de 6 pays différents, au moins 6, donc qui vient chacun d'autres pays différents. Hein. Donc l'idée, c'est de nouveau de dépasser une logique nationale et de faire associer des élus qui viennent de différents pays, au moins 7, au moins le quart du total des pays membres. Mais ça pose problème parfois, hein. Ce n'est pas pour les grands groupes, parce que les grands groupes comme le PPE, les socialistes représentent des forces politiques assez puissantes au niveau des États membres et n'ont jamais ce problème. C'est pour les autres groupes, et notamment pour les groupes nouveaux, il y a eu différentes tentatives de former des groupes et assez souvent échoué parce que il faut combiner une certaine force au niveau du Parlement et une certaine diversité nationale. Maintenant, il faut dire que la diversité du Parlement européen est extraordinaire. Et de nouveau, c'est quelque chose d'unique au monde parce que le mandat précédent, maintenant, je n'ai pas fait le calcul exact, je m'excuse, mais le mandat qui s'est terminé en 2019, quand j'étais encore là, il y avait 203 partis politiques qui avaient envoyé des élus au Parlement européen. Parce que on avait à l'époque 28 pays. On a fait en 2019 d'ailleurs des élections aussi en Grande-Bretagne, mais les élus britanniques ont quitté il y a un an le Parlement parce que le Brexit était confirmé. Et après les élections faites dans les 28 pays, il y avait des députés qui venaient de plus de 200 partis politiques parce qu'il y a des pays qui envoient beaucoup de parlementaires, un seul qui représente un pays, deux autres qui représentent un parti, deux autres qui viennent d'un autre parti, qui ont le soutien d'un autre parti, ainsi de suite. Donc, c'est fabuleux, si vous voulez. Hein. Le Parlement européen, c'est l'Europe un petit. Hein. C'est impossible de trouver une sensibilité politique qui ne soit pas représentée au Parlement européen. C'est ça la chose la plus intéressante pour quelqu'un qui fait justement de la science politique. Le Parlement européen, c'est, si vous voulez, le laboratoire politique de l'Europe, parce que vous avez là-bas toutes les sensibilités, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a certes des affinités politiques qui expliquent n'est-ce pas, la constitution des groupes politiques. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ces groupes politiques correspondent en principe, aux fédérations européennes des partis, c'est-à-dire au réseau des partis politiques européens. Et c'est pour cela qu'on parle non seulement du groupe PPE, du groupe des populaires européens, mais aussi du Parti populaire européen. Tout comme on parle de la Fédération des socialistes d'Europe, hein, de l'Alliance des socialistes en Europe. C'est une partie de l'international socialiste. Renew Europe, comme je le disais, c'est la plupart des partis libéraux qui se trouvent donc dans la Fédération libérale des partis. Les Verts, c'est le réseau des écolos à l'échelle de l'Europe. Sauf que, ainsi de suite, sauf que, et ça c'est intéressant, il n'y a pas de vrais partis qui existent à l'échelle européenne. Il y a une dizaine d'années, les Verts ont essayé de constituer un parti à l'échelle européenne. Ils invitaient les citoyens européens avec une sensibilité écolo de s'inscrire directement dans ce parti européen.
jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un vrai parti européen, c'est-à-dire un parti où l'affiliation se fait à l'échelle européenne. Ce qu'on a justement jusqu'à ce jour, ce sont des fédérations des partis, n'est-ce pas? Les socialistes européens sont les socialistes de Bulgarie, les socialistes de Portugal, les socialistes de l'Espagne, les socialistes de l'Allemagne, et ainsi de suite. Hein, les Verts sont à leur tour la fédération des partis verts de chaque État membre. Donc, autrement dit, si vous voulez, et je reviens à la question du mandat, l'Europe a l'ambition de définir un mandat représentatif qui dépasse les cadres nationaux, mais les partis ne sont pas encore là. Les partis ne sont pas des vrais partis européens, ce sont des réseaux de partis organisés dans le cadre national. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils préfèrent, ces partis, organiser les élections dans un cadre national parce qu'ils connaissent le mieux. Donc il y a, si vous voulez, cet obstacle à une pure représentation européenne. Et on se demande si, non pas si cela sera possible un jour, parce que c'est possible, mais si cela sera fait plus tôt ou plus tard. Maintenant, les parlementaires européens travaillent, donc ils se retrouvent dans des groupes politiques, là où ils préparent, n'est-ce pas, leur positionnement sur toute la question se trouvant sur l'agenda du Parlement. Et de nouveau, comme dans tout Parlement, ils travaillent, sont organisés aussi dans des commissions parlementaires, ou dans les comités, on appelle ça, des comités parlementaires ou des commissions parlementaires. Vous avez ça dans tout Parlement au monde, n'est-ce pas, là, depuis le 19e siècle, n'est-ce pas, les parlementaires se sont organisés en fonction de leurs compétences et de l'importance des matières identifiées dans chaque pays, dans des commissions. Maintenant, au niveau du Parlement européen, on a une vingtaine de commissions qui correspondent aux grandes politiques existant en Europe. C'est intéressant de constater que ces commissions correspondent parfois à l'intitulé de certains commissaires européens, n'est-ce pas? Le collège des commissaires comprend un président et 27, maintenant 26, après le départ des Britanniques, 26 commissaires. Hein. Le principe de la constitution du collège des commissaires, c'est un commissaire par pays, n'est-ce pas? Et si un pays donne le président de la commission, il n'en va pas un autre commissaire, n'est-ce pas? Parce que Ursula von der Leyen est maintenant la présidente, les Allemands n'ont pas un autre commissaire, c'est elle qui vient d'Allemagne et qui préside la commission. Or, il y a donc 26 portefeuilles, si vous voulez, de commissaires. Et il y a une vingtaine de commissions parlementaires au Parlement européen. C'est plus que le nombre de commissions qui existent dans un Parlement national, c'est petit par rapport au nombre de politiques publiques existantes. Quelles sont ces commissions? Celle qui a le prestige le plus haut, c'est la Commission des affaires étrangères. La Commission des affaires étrangères, on appelle brièvement cela AFET, Affaires étrangères, justement, les deux premiers litres de la domination. C'est une commission qui est très cherchée. Hein, quand les parlementaires arrivent à Strasbourg et font des options pour entrer dans telle ou telle commission, la commission des affaires étrangères, elle est très cherchée, n'est-ce pas? Ça, c'est du prestige, du domaine, etc. Beaucoup de diplomates qui changent de parcours et qui deviennent parlementaires européens, etc. Il y a plusieurs raisons. Maintenant, il y a une autre commission qui est très recherchée, surtout depuis 10-15 ans. C'est ce qu'on appelle brièvement avec l'acronyme INTA, c'est la International Trade, en anglais, c'est le commerce international. Ça, c'est une commission très puissante, très recherchée, avec un poids au niveau de la décision qui est important. Une troisième commission, c'est la commission de développement. Et ici, on rencontre la question du développement durable, parce que c'est les députés qui font partie de la commission de développement se penchent assez souvent sur les problématiques dont traite aussi la francophonie. Hein, les problématiques liées notamment
au développement durable, aux politiques de la cohérence, enfin, la cohérence des politiques de développement. Comment intervient l'Europe dans la politique de développement, dans le contexte mondial, et dans les différentes communautés d'Afrique en particulier ou d'Amérique du Sud, etc. Il y a ensuite des commissions plus techniques, comme la commission des budgets, hein, qui travaille sur le budget européen, mais aussi la commission de contrôle budgétaire, qui travaille sur l'exécution du budget, sur la consommation des budgets par les différentes agences. Et chaque année, le Parlement fait un rapport sur la manière dont les différentes agences européennes ont, euh, ont, euh, euh, ont utilisé l'argent, hein, les fonds publics. Il y a ensuite la commission qui s'occupe des affaires économiques, la commission ECON, et qui a depuis cette année, depuis l'année dernière, une sous-commission qui s'appelle fiscalité ou affaires fiscales. J'ouvre ici une parenthèse, la commission des affaires étrangères a elle aussi de sous-commissions, c'est-à-dire les membres de la commission des affaires étrangères sont divisés également en deux sous-commissions. Une commission qui s'occupe des questions de sécurité et qui s'appelle et de défense, qui s'appelle CD en bref, et aussi une autre sous-commission qui s'occupe des droits de l'homme et qui s'appelle justement commission des droits de l'homme. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est le fait que la question des droits, elle est liée à la politique étrangère. Pourquoi? Parce que pour l'Europe, la politique étrangère doit comprendre, doit inclure la perspective des droits de l'homme. Et il se trouve que j'ai connu très bien les activités de cette commission. J'étais pour 10 ans dans cette sous-commission des droits de l'homme et c'est extrêmement intéressant de voir la différence que vous avez entre, par exemple, les différents ministères des Affaires étrangères des pays d'Europe, qui incluent parfois et qui parfois n'incluent aucunement la question des droits dans leurs activités, et puis le travail du Parlement européen qui ne parle jamais de politique étrangère sans mettre la question des droits là-dedans. Hein. Imaginez le positionnement du Parlement européen sur un pays comme la Chine. Hein, il n'y a aucune position sur la Chine qui ne comprend qui manquerait à poser la question des droits dans ce pays. Donc, droits de l'homme et défense comme sous-commission de affaires étrangères. Une autre commission très importante au Parlement, c'est la commission qui s'occupe de l'environnement. Hein. Il y a les Verts au Parlement et il y a la politique d'environnement de l'Europe, c'est très important, la protection de l'environnement. Là, récemment, c'est tout ce qui est lié au changement climatique. C'est une commission très active où on fait des débats très vifs, etc. Il y a ensuite des commissions de nouveau plus techniques, comme la commission qui s'occupe d'industrie et qui travaille ensemble, qui met ensemble les affaires industrielles, la recherche et l'énergie. Hein, et donc, tout ce qui est dossier énergétique, tout ce qui est de l'autre côté la recherche de haut niveau, la recherche financée par l'Europe et gérée par cette commission. Il y a ensuite une commission très importante pour l'Europe, c'est le marché intérieur. Parce que, n'est-ce pas, il y a encore des obstacles à un marché intérieur complet. Et la Commission a fait depuis 10 ans des efforts, la Commission européenne a fait des efforts pour construire vraiment un marché intérieur, comme j'ai dit, parfait, complet. Parce que parfait, c'est difficile d'avoir un marché parfait. Et il y a ensuite la commission de transport qui s'occupe également de tourisme. Et vous avez ici, dans la commission de transport, tout ce qui tient, n'est-ce pas, au transport en Europe, le transport routier, transport aérien. Je me rappelle les débats extrêmement intéressants sur le ciel ouvert européen, sur la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, un peu plus de facilité de transport en Europe. Il y avait de l'autre côté les écolos, les gens qui venaient de la commission environnement et qui disaient qu'il faut protéger l'environnement, il ne faut pas éteindre, il ne faut pas
élargir tellement qu'on ne puisse plus gérer les questions climatiques, etc. Ça, c'est très intéressant quand vous avez toutes ces opinions ensemble pour trancher. Ce n'est pas évident. Ensuite, une commission qui s'occupe d'une autre politique que vous trouvez au niveau de la Commission européenne, dans le collège des commissaires, c'est la politique de développement régional. Très importante, surtout pour les nouveaux pays, hein, mais enfin, pas seulement, mais les nouveaux pays, les nouveaux membres, l'Europe centrale et orientale, le développement régional, surtout en particulier le développement rural, c'est essentiel. Développement rural qui est aussi traité par la commission d'agriculture, parce que les politiques européennes agricoles partent de l'agriculture comme activité, mais aussi du cadre où ça se développe, le cadre rural. Ensuite, une commission qui est très ciblée, la commission de pêche. La pêche, c'est une activité importante pour beaucoup de pays. Vous voyez d'ailleurs que dans les négociations entre l'Europe, l'Union et les Britanniques, la question de la pêche est l'une des questions qui bloquent le départ des Britanniques. La pêche pour les Espagnols, pour les Irlandais, pour beaucoup d'autres pays nordiques, c'est très important. Ensuite, la commission culture. La commission culture qui traite aussi de l'éducation. C'est des politiques très ambitieuses, hein, si vous parlez d'Erasmus, n'est-ce pas, pour l'éducation. Sinon, la culture, c'est pour la plupart une question très nationale. Hein. Il y a très peu comment dirais-je, de disponibilité pour sortir du cadre national. Il y a des projets très beaux, notamment au niveau du cinéma, du livre, etc. Mais c'est une politique très nationale encore, la culture. Les affaires juridiques et aussi une commission très importante pour tout ce qui est droit des citoyens européens. C'est la commission qui s'appelle LIBE, Liberté civile, justice, affaires antérieures. Tout ce qui, on discutait hier ou avant-hier du Schengen, de l'espace Schengen, est traité par cette commission. Parce que ce sont les affaires liées à la liberté de circulation, mais aussi aux affaires antérieures à l'action des ministres des Affaires antérieures des pays membres. Commission se penchant sur les traités, affaires constitutionnelles. Hein, c'est aussi une commission très cherchée par les profs de droit. Il y a parmi les députés européens beaucoup de profs de droit, des constitutionnalistes notamment. C'est une commission où vous avez assez souvent des experts en droit public qui sont invités pour donner leur expertise pour aider les parlementaires dans leur délibération. Des commissions très spéciales, la commission femmes qui s'occupe de tout ce que représente la politique d'égalité, la politique des orientations féministes d'Europe, des actions, comme vous le savez, très présentes ces dernières décennies. Une commission très intéressante, c'est la commission de pétition. La commission de pétition. Ici, les membres, les députés reçoivent des lettres de partout de l'Europe. Hein. Ce sont les citoyens mécontents. Et si vous voulez voir comment est-ce que les citoyens d'Europe perçoivent l'Europe, il serait très bien de voir un jour ce que cette commission de pétition reçoit. Parfois, ce sont des pétitions, des mécontentements, des remontrances, comme on disait, qui n'ont pas vraiment un lien avec les compétences des institutions européennes, parce qu'on ne sait pas très bien toujours qu'est-ce qui est du ressort de l'Europe, qu'est-ce qui revient aux autorités nationales. Parfois, il y a même des confusions entre le niveau local de la politique. On néglige le principe de la subsidiarité. Il y a des gens qui s'adressent au Parlement européen parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème avec, je ne sais pas, le fournisseur d'eau dans leur quartier.
hein, et avant de régler ça au niveau local, ils écrivent aux députés. Là, récemment, et je termine tout de suite sur les commissions, mais je crois que j'ai un peu insisté pour vous donner une idée des matières qu'on travaille au niveau du Parlement. Il y a des commissions spéciales, ce qu'on appelle, comme dans des parlements nationaux d'ailleurs, hein, on constitue des commissions ad hoc, des commissions avec un mandat très ciblé, très pointu, très spécial. Et depuis l'année dernière, donc je n'ai pas connu ça par expérience directe, parce que ces commissions ont été créées l'année dernière. Il y a 4 commissions spéciales. Et vous allez voir que les problématiques sont illustrent assez bien les orientations, les intérêts des citoyens d'Europe, des groupes politiques, des familles politiques, des grandes familles européennes. L'une de ces commissions s'occupe de l'intelligence artificielle à l'ère du numérique. Hein. L'intelligence artificielle, vous savez, c'est un grand thème de débat, hein, dans les milieux scientifiques, maintenant dans nos sociétés. Et le Parlement européen a décidé l'année dernière de créer un comité, une commission qui se penche là-dessus. Vous voyez, c'est une question liée à l'avenir, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle. Et il y a une réflexion sur comment légiférer ça. Est-ce que c'est l'Europe qui doit légiférer? Est-ce qu'il faut attendre des États nationaux? Est-ce qu'il faut faire une coordination, etc. Il y a aussi une commission récemment créée, à partir d'ailleurs d'un intérêt qui s'est manifesté depuis longtemps au niveau du Parlement. C'est une commission qui s'est penchée d'une manière très particulière sur la lutte contre le cancer. Il y avait avant un groupe informel, je vais revenir tout de suite à ça, un groupe informel au niveau du Parlement, avec des députés qui étaient de profession médecin et qui s'étaient réunis pour engager des débats sur la question du cancer. Maintenant, il y a une commission du Parlement qui est consacrée spécialement à cela, à la lutte contre le cancer. C'est aussi un signal politique. Vous voyez, les parlementaires européens venant des différents pays disent il faut résoudre ça, il faut donner de l'argent à la recherche, il faut échanger les bonnes expériences qui existent dans les pays membres pour vraiment éradiquer le cancer, n'est-ce pas, pour arriver à des soins, à des solutions médicales contre le cancer. Il y a 2 autres commissions vraiment très, très spéciales, vous allez voir. L'une de ces commissions spéciales s'occupe de l'ingérence, je cite le titre, l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation. Vous voyez, c'est quelque chose de très pointu, n'est-ce pas? L'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques. Hein, il faut lire l'influence russe dans les affaires des différentes démocraties d'Europe. Parce qu'on a vu depuis au moins une décennie des suspicions, hein, mais très raisonnables, basées sur des faits, comme quoi il y a une intervention étrangère. Les Russes, on a parlé aussi des Chinois, et vous avez tout le débat sur cette grande entreprise qui a été interdite aux États-Unis et puis en Angleterre pour certaines communications. C'est l'ingérence étrangère et son impact dans le processus démocratique d'Europe. Hein. Est-ce qu'il y a des puissances étrangères qui interviennent dans les élections, hein, dans les référendums, qui stimulent tel ou tel parti? Voilà. Et enfin, hein, très différent de cela, mais exprimant aussi une passion récente des Européens, c'est la protection des animaux pendant le transport. Hein. De nouveau, il y avait avant des groupes informels des députés européens qui insistaient sur les conditions de transport des animaux. Ouais, pas des hommes, des animaux. Et donc, le Parlement européen a décidé finalement de faire une commission spéciale qui travaille là-dessus, qui veut assurer le bonheur des animaux et qui, n'est-ce pas, s'assure à tout ce que relève de ça soit bien réglementé. Je passe maintenant à un autre chapitre lié au travail des députés et à la structure de l'institution du Parlement européen, parce que vous avez les groupes politiques, hein, les sensibilités partisanes, les sensibilités droite, gauche, centre
écolo, socialiste, etc. Vous avez les commissions parlementaires en fonction des politiques, et je viens d'énumérer, de faire brièvement le portrait de chacune de ces politiques. Et puis, vous avez ce qu'on appelle, et ça, c'est un peu plus organisé au niveau du Parlement européen que dans un Parlement national, vous avez les délégations parlementaires. Donc, vous avez les commissions, les politiques, hein, spécialisées, vous avez les groupes politiques, les affiliations de partis, les affiliations idéologiques, et vous avez les délégations. Qu'est-ce qu'une délégation? Une délégation, c'est une structure du Parlement qui se propose d'approfondir les relations avec des pays ou des régions. Si vous voulez, la carte du monde est coupée en différentes parties et il y a des délégations qui s'établissent avec des parlementaires pour approfondir les relations avec tel ou tel pays ou avec telle ou telle région. Il y a par exemple une délégation qui est très influente, de nouveau très cherchée par les parlementaires européens, la délégation pour les relations avec les États-Unis. Parce que l'Europe et les États-Unis, l'Union européenne et les États-Unis, c'est quand même fondamental, et du point de vue du marché, et du point de vue industriel, et du point de vue des transports, et du point de vue de la politique étrangère. Il y a tous les dossiers qui sont importants pour nous, qui sont aussi importants pour les Américains. Il y a une délégation pour les relations avec la Chine, parce que la Chine, de nouveau, du point de vue commercial, du point de vue politique, vous ne pouvez pas la négliger. L'Inde, le Canada, etc., le Japon, les démocraties les plus importantes, comme les pays qui ne sont pas des démocraties, mais qui sont influentes, la Chine et la Russie, membres du Conseil de sécurité, n'est-ce pas? L'Inde, pouvoir important, plus que régional, une ascension économique, une croissance économique, une croissance démographique, très important. Les pays d'Afrique, ce n'est pas le même régime. Vous avez, M. Samson cite au début, une délégation qui ne s'occupe pas de chaque pays d'Afrique, mais qui s'occupe par exemple de tous les pays du Maghreb. J'étais membre de cette délégation. Il y avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, qui étaient ensemble dans une délégation. Il y a une délégation qui s'occupe des pays de l'Asie du Sud et une autre qui s'occupe des relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est. Hein. L'Indonésie est dans cette deuxième. Le Sri Lanka est dans l'Asie du Sud-Est. Donc, vous voyez, c'est l'idée de développer, d'approfondir les relations avec des pays ou avec des régions au monde. Et chaque député, quand il commence son activité, est invité non seulement à choisir un groupe politique, de se montrer, de s'affilier à la droite, à la gauche, à l'extrême gauche, etc. Non seulement de choisir au moins une commission comme membre de plein droit et puis une commission comme suppléant, mais de s'affilier aussi à une délégation. Une délégation, parce que le Parlement, et j'ai dit, c'est plus développé que dans la culture d'un Parlement national, développe les relations avec les pays du monde entier, avec des régions. Et on a, au jour d'aujourd'hui, 44 délégations établies par le Parlement européen. Et chaque groupe politique a, si vous voulez, un quota pour les différentes délégations, comme pour les commissions. Il faut dire que toutes les positions dans les commissions, dans les délégations, sont négociées par les groupes politiques, parce que vous ne pouvez pas avoir une délégation, disons, une commission, où, je ne sais pas, seuls les socialistes soient affiliés, ou seuls les PPE, ou seuls les Verts, ou les libéraux. Il y a toujours un quota en fonction du poids des différents groupes politiques au sein du Parlement. Et on respecte cela dans la meilleure mesure possible, n'est-ce pas? Parfois, ce n'est pas facile si vous savez, si vous avez une dizaine de positions, répartir les 7 groupes politiques sur 10 places, ce n'est pas facile à faire et ce sont des négociations très compliquées. Mais chaque groupe politique, chaque famille politique a un intérêt plus grand pour telle ou telle commission et moindre pour une autre, et un intérêt plus grand pour telle ou telle délégation, et respectivement,
un intérêt moindre pour la même. Pour vous donner un exemple, il y aura beaucoup plus de socialistes qui vont s'intéresser à la commission pour les relations avec la Chine et beaucoup plus de centre-droite PPE qui vont s'intéresser à la délégation pour les relations avec les États-Unis, n'est-ce pas? Et ce sont des traditions politiques qui expliquent cela. Maintenant, les délégations formées par le Parlement européen pour travailler avec des pays ou des régions, parce que l'Europe veut se montrer dans le monde et couvrir tout dossier de politique étrangère, les, toutes ces délégations-là sont doublées par ce qu'on appelle, ou presque toutes les délégations sont doublées par ce qu'on appelle des groupes d'amitié. Parce que les députés européens ont aussi la possibilité, mais c'est dans l'informel, de constituer des groupes d'amitié. Vous avez les membres de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Chine, mais vous avez aussi le groupe des amis de la Chine. Et là, c'est libre, il y a plus de quotas. Et parfois, c'est difficile de faire la différence entre le lobby qu'un pays exerce par ses groupes d'amitié et le travail d'un parlementaire dans la commission, dans la commission qui se penche sur une affaire ou dans la délégation pour les relations avec le même pays. Le formel et l'informel, c'est très important. Le formel et l'informel, et le Parlement européen a cette politique de transparence. Et les groupes de lobby, par exemple, sont obligés de s'inscrire dans un registre et chaque entrée de ces lobbyistes est notifiée quand elle se produit du point de vue institutionnel. Hein, c'est une chose absolument nécessaire. Maintenant, parce que j'aimerais laisser un peu de place au débat, je vais me pencher sur deux autres questions. L'une des questions, c'est plus simple, l'autre, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais je voudrais dire deux mots là-dessus et puis voir si on peut échanger des idées. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans la section chat que vous trouvez sur votre... en bas, vous avez cette section-là. Donc, le premier ou l'avant-dernier point que je voudrais traiter, c'est la question du calendrier. Parce que le Parlement européen, c'est quelque chose de très complexe. Vous voyez, plus de 200 partis politiques, plus de 700 députés, une vingtaine de commissions avec des sous-commissions et des commissions spéciales, 44 délégations. C'est quand même une institution assez complexe. L'organisation est très importante. Et il faut dire que ça, c'est pour certains des parlements nationaux, c'est surprenant, mais vous avez un calendrier qui est établi bien à l'avance. Hein. Par exemple, les réunions aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, chaque membre du Parlement européen sait quelles seront les réunions de l'année prochaine. Maintenant, bon, c'est un peu plus compliqué avec cette pandémie et le travail en ligne, mais le programme est fixé. On sait maintenant quand est-ce que la Commission Affaires étrangères va se réunir, quand est-ce que la Commission des transports va se réunir, ainsi de suite. Quand est-ce que les réunions plénières vont se dérouler. J'ouvre ici une parenthèse. Les plénières sont organisées et à Strasbourg, il y a l'obligation de faire au moins un débat par mois à Strasbourg. C'est ce qui fait que quand on a la vacance au mois d'août, il n'y a pas de plénière, mais cela est récupéré au mois de septembre, au mois d'octobre, quand il y a deux plénières à Strasbourg. Ou parfois, il y a ce qu'on appelle des mini-plénières. À Strasbourg, les plénières, c'est 4 jours. On a des mini-plénières à Bruxelles qui font 2 demi-journées, hein, le mercredi soir et le jeudi matin. Je vous donne tous ces détails pour vous dire que c'est quelque chose de très réglementé, ce qui donne un avantage extraordinaire pour un député, parce qu'il y a une prévisibilité du travail qui vous permet de bien organiser les choses. Par exemple, le travail d'un député, c'est
soit une réaction aux propositions législatives de la Commission, mais aussi des propositions venant du Conseil, soit des rapports d'initiative qui sont proposés par les députés eux-mêmes et qui n'ont pas de force juridique, qui ont une force politique, qui ont un impact politique. C'est, pour certaines matières, c'est essentiel aussi ces rapports d'initiative parce que ça montre une volonté politique du Parlement. Quand vous avez à travailler là-dessus, sur la législation ou sur les rapports d'initiative, sur les positionnements de l'institution parlementaire, vous avez un calendrier qui est fixé pour les réunions formelles et aussi pour les réunions informelles beaucoup de semaines à l'avance. Et vous avez une programmation qui vous permet vraiment de consulter tous les acteurs, tous les acteurs intéressés, tout ce qu'on appelle dans le langage bureaucratique européen, the stakeholders, n'est-ce pas, toutes les parties intéressées. Et parce que vous avez un calendrier bien fixé à l'avance, vous pouvez consulter tout le monde. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est l'un des principes européens clés. Vous ne pouvez pas légiférer en ignorant une partie intéressée. L'ambition du Parlement européen, et c'est aussi la logique de la Commission, c'est de prendre en compte tous les intérêts des groupes organisés. Enfin, c'est difficile de prendre en compte les groupes non organisés, mais il y a très peu de groupes d'intérêt non organisés en Europe. Il y a des pays où ça marche mieux, d'autres où ça marche mal, mais il y a maintenant, n'est-ce pas, des partis intéressés organisés au niveau européen, dans le monde patronal, dans le monde syndical, dans le monde de l'industrie. Il y a pas mal de secteurs de la vie sociale en Europe. Il y a pas mal qui sont vraiment bien organisés. Et cela vous permet de comprendre, n'est-ce pas, quels sont tous les intérêts qui sont en jeu quand vous faites la législation. Et donc ça, c'est un point qui ne peut pas être négligé. Deuxièmement, et ça, c'est vraiment le dernier point de mon exposé, deuxièmement, le Parlement européen a comme philosophie politique ce qu'on appelle dans la théorie politique la philosophie consensuelle. L'Europe comme ensemble, l'Union européenne comme ensemble, elle est bâtie sur ce qu'on appelle les fondements de la démocratie consensuelle. La démocratie consensuelle, c'est la démocratie qui est basée sur le compromis, pas sur la confrontation. Et ce qui fait que, si vous regardez l'agenda du Parlement et le résultat des votes qui sont donnés à Strasbourg ou à Bruxelles, quand il y a les mini-sessions à Bruxelles, vous allez voir qu'il y a assez souvent des majorités de 80-90% des gens. Pourquoi? Parce que le travail qui précède le vote est tellement riche et tellement détaillé qu'on obtient finalement un accord sur la matière qui est la matière à légiférer ou sur la matière d'un rapport d'initiative, le positionnement du Parlement dans telle ou telle question politique, des consensus, des larges majorités qui prennent en compte justement enfin, minutieusement, si vous voulez, avec grande attention portée à tous les détails, tous les intérêts présents. Et parce qu'il y a une négociation très poussée, si vous voulez, jusqu'à la virgule, sur toutes les composantes du sujet, du texte soumis à la législation. Donc, le mode consensuel, c'est la règle, ce n'est pas la confrontation.
Bien sûr que les clivages politiques restent, bien sûr que les différences d'approche restent, mais toutes les familles politiques pro-européennes, il y a aussi des fous anti-européens qui sont présents là-bas pour critiquer l'Europe, pour dire elle est nulle, elle ne fait rien, il faut sortir, etc. Le discours des Brexiters et des autres, bien sûr. Mais la plupart, c'est des gens qui veulent construire l'Europe, hein, et qui veulent voir quels sont, si vous voulez, chaque jour, dans chaque moment de la législation, quelles sont les limites du consensus. Et c'est l'esprit dans lequel travaillent les députés européens. Ils cherchent un compromis, ils cherchent un consensus parce que, et je reviens au point de départ, parce que l'enjeu, ce n'est pas un enjeu national. On ne répond pas aux gens de notre circonscription. On n'est pas là comme mandataire de nos votants et ni même des votants de notre seul pays. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de conjuguer tous les intérêts des Européens, c'est de mettre ensemble toutes les parties intéressées pour faire une législation qui est bonne pour tous les Européens. Ce qu'on légifère au Parlement européen, ce n'est pas ce qu'on appelle, les Roumains appellent ça assez souvent législation avec dédication, c'est-à-dire vous ciblez un groupe, vous faites un cadeau par là. Non, ce n'est pas l'esprit de l'Europe. Et donc, ça fait la grandeur de l'Europe. Ça fait également, c'est l'un des arguments pour lesquels on a envie ça. Bon, maintenant, je vois des réactions. Merci de votre attention. Je lis ici quelqu'un qui s'appelle Petric. Bonjour à toutes et à tous. Je profite de l'occasion de remercier chaleureusement le professeur Preda pour son rôle comme membre du PE. Notamment, il était très actif dans la promotion de la politique de l'élargissement. C'est vrai, c'est vrai. Ah, quelqu'un qui connaît mon activité, c'est pas mal, c'est sympa ça. Spécifiquement quand la Croatie était sur la voie d'adhésion. Je comprends que M. Petric vient de la Croatie. J'ai pas mal d'amis là-bas, y compris le Premier ministre Andrei Plenković, qui était à son tour membre du Parlement européen. La promotion de la complétion du zone Schengen, le rôle des pays sur la frontière extérieure comme Bulgarie, Roumanie et Croatie. C'est vrai, vous avez raison, je suis un grand ami des Croates. J'ai une sympathie énorme pour le peuple des Balkans occidentaux en général. Merci de vos paroles. Bonjour, M. Preda, dit Macaulay, avec la perception parmi quelques citoyens que le rôle d'un député consiste un gaspillage, surtout que ces députés ne le représentent pas. Ne croyez-vous pas qu'un jour des citoyens demanderont l'annulation de poste d'un député européen? Oui, le jour où comme en Grande-Bretagne, les amis de M. Farage ont convaincu le public qu'être en Europe, c'est comment dirais-je, c'est inutile et dangereux. Il y aura bien sûr des gens qui vont dire pourquoi est-ce qu'on a des députés européens. Mais j'espère que ce jour ne viendra pas, parce que je crois que l'Europe apporte beaucoup à chacun des États membres, aux anciens, aux fondateurs, mais aussi aux nouveaux. C'est pas le gaspillage. Vous savez, on parle assez souvent de la question des fonds européens d'une manière qui est vraiment très ignorante, parce que le budget européen, qui soutient quand même beaucoup de choses formidables dans nos pays, hein. Nous parlons uniquement d'Erasmus ou des autoroutes. Je vous donne ces exemples qui sont disponibles à tout le monde. Hein. Tout le monde connaît les autoroutes en Europe et les échanges Erasmus. Le budget total de l'Europe, c'est 1% du PIB des pays membres. C'est quand même rien, n'est-ce pas? 1% du total du PIB. Si vous comparez les budgets des États nationaux, ce 1% du PIB que constitue le budget, les 1 000 milliards d'euros pour 7 ans, c'est quand même assez peu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je crois que l'Europe fait aussi la démonstration du fait qu'on peut, avec peu d'argent, construire de grandes choses. Et ça,
de nouveau, c'est des exemples à la portée de tout un chacun, hein, les Erasmus et les autoroutes. Et puis, si vous regardez, je n'ai pas fait le calcul pour tous les pays, mais le budget du Parlement roumain, hein, le budget annuel du Parlement européen, en termes de contribution, c'est beaucoup plus grand que le budget payé par la Roumanie pour les parlementaires européens. Donc, si vous voulez, les citoyens roumains payent plus de leur impôt pour les parlementaires roumains du Parlement de Bucarest que pour les parlementaires européens du Parlement de Strasbourg. Hein, donc, en termes financiers, c'est beaucoup moins. Donc, si quelqu'un argumente que c'est du gaspillage qu'on donne à l'Europe, c'est vraiment dans l'erreur arithmétique la plus ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'il y a des politiques comme M. Farage qui a convaincu les Britanniques que chaque Britannique envoie des sommes exorbitantes chaque jour à Bruxelles et que pour cela, il faut sortir. Et c'était faux. Les sommes qu'il communiquait, c'était n'importe quoi. Mais les gens, vous savez, ils croient aux gros mensonges, hein, aux gros mensonges. Mais bon, espérons que les majorités seront, comme jusqu'aujourd'hui, plus raisonnables que la majorité des Britanniques qui a voté le Brexit. Bon, M. Petri, je me demande quel rôle joue l'ancienneté dans l'attribution des fonctions d'un député européen, car cela joue aussi dans la visibilité du Parlement européen. Oui, c'est un élément, l'ancienneté, c'est un élément important parce que c'est l'expérience, l'ancienneté. Quand on dit l'ancienneté, c'est l'expérience. Et j'ai eu la possibilité de travailler, d'être collègue avec des députés qui avaient commencé la représentation au moment où le Parlement n'était pas directement élu. J'ai eu une collègue qui était députée européenne depuis 1967, quand le Parlement n'était pas encore élu. C'était une luxembourgeoise qui était impeccable, qui connaissait tout et qui était, comment dirais-je, d'une sagesse et d'une intelligence politique extraordinaire. Ou un Allemand qui avait commencé son mandat justement en 1980, 1979, il était sur les listes, et donc qui était un grand Européen et qui savait comment faire. Parce que le Parlement, c'est aussi, ça les gens ne voient pas toujours, le Parlement, c'est un travail très technique, surtout le Parlement européen, mais aussi les parlements nationaux bien organisés. Il faut des compétences politiques très spécifiques, de bureaucratie politique, si vous voulez. Maintenant, bien sûr que si vous avez des anciens, vous préférez les mettre en face pour la visibilité. Vous voyez maintenant, on discute, comme vous dites, M. Petri, vous avez entendu parler de cette convention pour l'avenir de l'Europe qui a été proposée il y a un an. On discute ces jours-ci si on va nommer Guy Verhofstadt, l'ex-premier ministre belge, qui fut aussi le leader d'un groupe, le groupe libéral du Parlement européen, à la tête de cette institution. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, non seulement comme Premier ministre, mais comme député européen. Ou c'était le cas de, enfin, celui qui est décédé hier, Valéry Giscard d'Estaing, un grand Européen qui, comme président de la France, a été choisi il y a plus de 15 ans à la tête de cette convention sur l'Europe qui s'était donné l'ambition d'avoir une constitution pour l'Europe. N'est-ce pas? Donc, l'ancienneté, c'est important. En même temps, si vous avez quelqu'un de bien, hein, il va s'imposer. Et j'ai dit cela assez souvent. Il y a des députés qui viennent des pays qui n'ont pas une grande taille. Hein, des Maltais, par exemple. C'est un petit pays, les Maltais. Ils ont 6 députés, les Maltais, au total. À comparer avec les 96 élus en Allemagne, hein, c'est 6, c'est petit. Mais cela ne les a pas empêchés d'occuper des positions importantes au sein du Parlement. Hein, parce que la compétence, c'est quand même important. Et je disais tout à l'heure que je connais assez bien le Premier ministre croate pour avoir été mon collègue au Parlement.
dès son arrivée au Parlement, on l'a vu, il était bien, il avait des postes de responsabilité au sein du Parlement. Il est devenu vice-président de la Commission des Affaires étrangères parce qu'on voyait que c'était quelqu'un de très bien. Le fait que c'était un nouveau pays, ça n'avait pas d'importance, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a un poids plus. Enfin, si vous avez 86 Allemands, c'est normal qu'ils bénéficient de plus d'influence, mais c'est parce que les Allemands en Europe, c'est plus nombreux, c'est le peuple le plus nombreux. Donc la logique représentative joue nécessairement. Mais cela n'empêche pas quelqu'un qui vient d'un pays plus petit, les plus petits pays d'Europe, d'exercer une influence sur la législation. Parce que c'est un mode très rationnel, le Parlement européen, hein, comme la Commission. Donc enfin, c'est comme ça. Bon, écoutez, dites-moi si vous avez d'autres questions parce qu'on approche la fin, c'est 11h29. Voilà, Monsieur Samson vous a invité à prendre aussi la parole si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, c'est bon, je vais m'arrêter ici.